Oral questions. Questions orales. The honourable. Honorable chef de l'opposition. Pendant 5 ans, les libéraux ont augmenté le taux de criminalité avec armes à feu de 136 %. Leur politique de gaspiller l'argent en harcelant les chasseurs et les fermiers et en enlevant l'argent des forces frontalières et policières a causé cette vague de criminalité. Le ministre de la Sécurité publique a avoué que ça ne fonctionne pas, mais c'est fait strictement pour des raisons électoralistes. Mr. Speaker, Monsieur le Président, le ministre de la Sécurité publique a admis que s'en prendre aux chasseurs et aux fermiers et à leurs armes, ça ne va rien faire pour lutter contre la criminalité. La seule raison pour laquelle il a fait ça, c'était pour la base politique. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas licencié? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le registre des armes à feu. Bon, ce que le gouvernement fait avec ce registre, c'est qu'il met sur pied une façon plus efficace pour les Canadiens de retourner volontairement des armes à feu prohibées et ils seront, ce faisant, dédommagés, indemnisés. Donc, notre gouvernement veut bien faire les choses. L'honorable chef de l'opposition. Écoutez, son propre ministre de la Sécurité publique a dit que le gouvernement ne faisait pas bien les choses. Il a été enregistré disant que le programme n'allait pas fonctionner. Pourtant, ils vont enlever 750 millions de nos forces frontalières et policières pour harceler des chasseurs et des fermiers. C'est une démarche qui a causé une augmentation de 136 % dans les crimes armés. Et ce, sous les libéraux. La police refuse de mettre en œuvre tout cela. Le ministre dit que c'est une mauvaise raison, mais qu'il va de l'avant pour des raisons politiques. Pourquoi le ministre ou le Premier ministre met-il des vies en péril à des fins politiques? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas par où commencer avec ce genre de questions. D'abord et avant tout, je ne sais pas par où commencer parce que ce que notre collègue vient de dire ne reflète pas la réalité. La personne qui met les vies en péril, c'est le chef de l'opposition qui a voté contre chaque loi pour lutter contre les armes à feu dangereuses. Le ministre de la Sécurité publique, ce qu'il fait, c'est qu'il fait bien les choses. Il corrige un système qui est inefficace pour donner aux Canadiens quelque chose de plus juste. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, j'ai voté contre les politiques libérales qui visaient à réduire les peines pour les personnes qui utilisent une arme pour commettre toutes sortes d'infractions violentes et notamment l'extorsion. La police a dit que 90 % des crimes commis avec des armes le sont avec des armes qui sont entrées illégalement par la frontière. Le ministre de la Sécurité publique a admis que le Premier ministre joue à des jeux purement politiques. Le Premier ministre va-t-il arrêter la politique aérienne? Va-t-il licencier ce ministre et laisser nos grands-pères et nos fermiers tranquilles? Le très honorable Premier ministre, une fois de plus, Monsieur le Président, j'ai très peu de temps pour répondre à toutes ces questions, mais je veux revenir à ce qu'a dit le chef de l'opposition. Il a décrit les chasseurs et les fermiers qui chassent le canard avec des AR-15. Moi, ce n'est pas le cas dans ma grande province de l'Alberta. Ce que je sais, c'est que ce que le ministre de la Sécurité publique et ce que notre gouvernement veut faire, c'est resserrer la frontière C2. Est-ce que l'opposition va nous appuyer dans le projet de loi C2 qui vise à resserrer la sécurité à la frontière? L'honorable chef de l'opposition. Le Premier ministre vient d'admettre qu'il ne sait même pas à quoi s'applique son interdiction des armes. Par exemple, cette interdiction s'applique à des armes de 10-12 rondes dont on se sert pour chasser le canard, des calibres 17-22 dont se sert quasiment chaque fermier pour s'en prendre au siffleux. Le Premier ministre va-t-il arrêter de gaspiller l'argent des contribuables pour interdire des fusils pour chasser les siffleux? Et va-t-il licencier son ministre incompétent? Oui ou non?
Le très honorable Premier ministre. Mr. Speaker. Monsieur le Président, ce que notre gouvernement fait, c'est qu'il donne un dédommagement, une indemnisation juste aux Canadiens qui veulent retourner des armes illégales, des armes d'assaut illégales. Ce que fait notre gouvernement, c'est qu'il propose de resserrer la sécurité à nos frontières. Nous voulons l'aide de l'opposition pour y arriver. Le très honorable chef de l'opposition. Et il n'a aucune idée quelles sont les armes qu'il est en train d'interdire. Il interdit les 22. C'est les armes dont se servent les fermiers pour abattre des marmottes ou d'autres vermines qui font un bruit spécial. Le Premier ministre gaspille de l'argent dont ont besoin nos agents frontaliers et nos policiers. Il harcèle nos chasseurs de canards, plutôt que de s'en prendre aux vrais criminels qui sèment la terreur dans nos rues. Va-t-il une fois pour toutes lire ses notes de brefage pour savoir de quoi il parle? Va-t-il licencier son ministre? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition a ses notes de brefage. La GRC dispose d'une certaine expérience. La GRC a approuvé cette liste. On sait ce que sont de vrais fusils de chasse et ce que sont des armes d'assaut. Donc, c'est ça le processus que nous suivons. Honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre ne semble pas connaître grand-chose dans ce dossier. Passons à autre chose. Le prix des aliments. Le Premier ministre a dit qu'il allait être jugé en fonction des prix à l'épicerie. Eh bien, le verdict est tombé. Le prix des aliments a augmenté 15 % de plus ici qu'aux États-Unis. On a doublé la cible fixée par la Banque du Canada. Il y aura 4 millions de visites à la Banque alimentaire de Toronto, 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Et le Premier ministre a laissé augmenter les taxes sur les aliments depuis son arrivée. Va-t-il arrêter de taxer les aliments pour que les Canadiens aient les moyens de se nourrir? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, permettez-moi de mettre le chef du Parti conservateur au parfum. Notre gouvernement a allégé les taxes et les impôts pour 22 millions. Nous avons éliminé la TPS pour les premiers acheteurs. Nous avons éliminé la taxe carbone. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le Premier ministre a bien sûr lu le mémoire déposé au nom de son gouvernement à la Cour suprême pour s'en prendre à la laïcité telle que vue au Québec et à la clause dérogatoire. Il l'a bien sûr approuvé et ce mémoire a bien sûr été ultimement signé par son procureur général. Lui qui a sollicité l'appui solennel des Québécois, lui qui a cru en leur jugement, pensez que le Québec va recourir à la clause dérogatoire pour permettre des exécutions sommaires, enlever le droit de vote aux femmes ou rétablir l'esclavage? Bravo. Bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ceux qui protègent les Canadiens et les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises, les hommes, des femmes, les jeunes, des aînés, c'est la charte des droits et la liberté. Et c'est la responsabilité du gouvernement du Canada de défendre cette charte. Exactement. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je veux que tous les Québécois voient tous les libéraux se lever pour les insulter collectivement. Je veux que le premier ministre m'explique pourquoi, dans son mémoire, il a cru nécessaire de mentionner un possible rétablissement du travail forcé, de l'esclavage, que ses députés parlent ouvertement de racisme. Je veux qu'il m'explique pourquoi il croit que les Québécois, qui sont la société la plus progressiste, ouverte en Amérique, vont vouloir rétablir
la peine de mort et l'exécution sommaire. Pourquoi permet-il de pareilles insultes? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est simple. Il y a une charte. Non. Il y a une charte des libertés et droits des Canadiennes et Canadiens, des Québécois et des Québécois. Et c'est le job du gouvernement du Canada de la défendre. Exactement. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, il y a une Constitution qui nous a été imposée et qui contient la clause dérogatoire à laquelle nous avons le droit de recourir et à laquelle le gouvernement s'oppose en déclinant des injures grossières à l'endroit non seulement du Québec, mais aussi d'autres provinces canadiennes. Est-ce que le premier ministre va faire la seule affaire décente, retirer ce mémoire et s'excuser aux Québécois? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement ne recule pas. Nous défendons la Charte des libertés et des droits des Canadiens et Canadiennes. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de clauses non-obstant, ce sera une décision pour la Cour suprême. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Comment on appelle une personne qui dit une chose en public et le contraire en privé? Parce que c'est exactement ce que ce ministre de la Sécurité publique a fait. Il a dit que le programme des libéraux de rachat des armes, qui coûtera 700 millions, eh bien, dysfonctionnel ou non efficace. La criminalité armée est en hausse. 90% des crimes commis avec une arme sont commis avec des armes illégales. Il dit que son plan ne fonctionne pas. C'est de l'incompétence. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas licencié, renvoyé? L'honorable ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, j'étais fière de lancer ce programme de rachat des armes en Nouvelle-Écosse. Nous avons hâte de le déployer ailleurs au Canada. Après, ça fait partie d'un plan plus large grâce auquel on va enlever toutes ces armes de nos rues. Ça implique des changements au code criminel, un investissement d'1,3 milliard aux frontières. C2 a été présenté à la Chambre et j'invite l'opposition à nous appuyer pour qu'on y arrive. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Sauf que lors d'une conversation privée, ce ministre a dit exactement le contraire. Il a dit que ce programme de rachat était en fait purement politique. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec ces 750 millions. Combien d'agents de police pourraient être embauchés? Combien d'agents frontaliers pourraient être embauchés? Combien de scanners est-ce qu'on pourrait acheter pour détecter ces armes illégales qui rentrent des États-Unis? Pourtant, il ne fait rien. Il va de l'avant avec cette arnaque purement politique. Les Canadiens méritent mieux. Ils méritent de vivre en sécurité. C'est de la pure incompétence. Pourquoi le Premier ministre ne le renvoie-t-il pas? Honorable ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, être incompétent, c'est de penser que les AR-15 peuvent servir à chasser ou à défendre ces animaux. Nous avons proposé un plan complet en Nouvelle-Écosse qu'on pourra ensuite déployer ailleurs au Canada. Nous avons hâte de le faire très prochainement. Nous allons investir pour embaucher 1000 nouveaux agents de la GRC et 1000 nouveaux agents frontaliers. Nous voulons assurer la sécurité des frontières et enlever ces armes de nos rues. Le député, 600 ressortissants étrangers ayant fait l'objet de condamnations pénales errent dans nos villes canadiennes. Plus de la moitié sont sur une liste des personnes recherchées par la SFC. Plus de 70% de ces criminels non citoyens ont été condamnés de crimes graves, notamment des agressions sexuelles. Le ministre de la Sécurité publique a une seule mission, assurer la sécurité des Canadiens. Sur cette question, comme sur bien d'autres, il échoue lamentablement. C'est très dur de croire que le Premier ministre, hier, ait dit qu'il faisait confiance au ministre. Pourquoi est-ce qu'il ne le renvoie pas? Parce que s'il ne le fait pas, ça remet en question le jugement maintenant du Premier ministre. Honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, cette année, l'Agence des services frontaliers emploie
de nombreux agents. Elle fait un bon travail. Nous allons en embaucher d'autres, 1000 nouveaux agents de la SFC pour renforcer notre frontière, pour assurer l'application de la loi. Nous allons continuer de travailler pour assurer la sécurité de nos frontières. En même temps, nous allons aussi enlever les armes de nos rues. Monsieur le député de Barrie Sud, Innisfil, il ne peut pas les trouver, les 600 criminels dangereux qui ne sont pas citoyens et qui devraient être déportés, mais qui pourtant sont dans les rues de nos villes. Le ministre a eu tout l'été pour trouver un plan pour retrouver ces criminels qui ont été condamnés pour des crimes comme des agressions sexuelles. Il les a perdus et il n'arrive plus à les retrouver. J'ai une question par votre entremise au Premier ministre. Si ce niveau d'incompétence avait été constaté chez Brookfield, est-ce qu'il aurait toujours fait confiance à cette personne ou est-ce qu'il l'aurait renvoyé? L'honorable ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, cette année, l'agent de service frontalier va renvoyer 20 000 personnes qui ne devraient pas être au Canada. C'est un des records de notre histoire. Nous allons continuer de renforcer nos frontières et renvoyer les personnes qui ne sont pas admissibles. Nous investissons aussi dans 1000 nouveaux agents transfrontaliers ainsi que dans des agents de la GRC. Député de Windsor-Ouest, Monsieur le Président, le mandat numéro 1 du ministre de la Sécurité publique, c'est la sécurité des Canadiens. Les libéraux ont promis d'embaucher 1000 nouveaux agents frontaliers, mais leurs documents révèlent qu'ils n'ont embauché personne. Et ils n'ont pas de plan non plus d'embaucher qui que ce soit. C'est ce qui permet au fentanyl et aux armes illégales de rentrer par Windsor et par Sarnia. Le ministre de la Sécurité publique a échoué lamentablement. Comment le Premier ministre peut-il toujours lui faire confiance? Pourquoi est-ce qu'il ne le renvoie pas? Le secrétaire d'État à la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, ce nouveau gouvernement a fait des investissements historiques dans nos frontières et aussi dans la SFC. Nous sommes en train de commencer à embaucher 1000 nouveaux agents de la SFC et 1000 nouveaux gendarmes à la GRC. Nous allons faire le travail nécessaire pour que les armes ne rentrent pas au Canada. Il s'agit d'investissements nécessaires. Les conservateurs, eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est couper, sabrer dans la SFC, sabrer dans la GRC, sabrer dans les forces de l'ordre qui pourtant avaient beaucoup de besoin d'argent. Nous allons investir dans ces programmes pour lutter contre la criminalité au Canada. Le député de Louis Saint-Laurent à Tiawenrac. Monsieur le Président, après 10 ans de gouvernance libérale, la criminalité au Canada augmente. Les crimes violents, plus de 55 %. Les crimes avec armes à feu, plus de 130 %. L'extorsion, plus de 330 %. C'est ça le bilan libéral après 10 ans. Et voilà que le ministre responsable de la Sécurité publique reconnaît que le programme de rachat des armes à feu ne fonctionne pas. Ça a échoué, on gaspille de l'argent et ça n'aide pas à augmenter la sécurité. Pourquoi le premier ministre maintient en poste quelqu'un de la sécurité publique qui ne croit pas du tout à ce programme très important? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est difficile d'accepter les critiques des conservateurs en matière de criminalité étant donné leur approche farfelue pour protéger les Canadiens contre la violence armée. Si vous regardez leur bilan lorsqu'ils étaient au gouvernement, ils ont sabré les investissements à la frontière. À chaque fois, ils ont voté contre aussi des mesures qui permettaient de nous débarrasser des armes d'assaut. Nous avons adopté des mesures qui interdisent ces armes qui ont tué des agents à Moncton ou à l'école polytechnique et qui pourraient tuer d'autres personnes encore. Il faut prendre le crime armé au sérieux. Louis Saint-Laurent à Tiawenrac. Monsieur le Président, le ministre de la Justice devrait utiliser sa parole pour essayer de convaincre le ministre de la Sécurité publique parce que lui, il ne pense pas du tout que le programme de rachat des armes à feu fonctionne. Au contraire, c'est 750 millions de dollars qui n'est pas agi de façon correcte. C'est le ministre lui-même qui l'affirme. Et le premier ministre maintient le ministre de la Sécurité en place. Monsieur le Président, comment le premier ministre peut tolérer un type qui pense exactement le contraire de ce qu'il dit publiquement, alors qu'en privé, il reconnaît que le programme ne fonctionne pas? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Monsieur le Premier ministre, j'ai survécu au féminicide de Polytechnique où 14 femmes ont vécu la vie. En 1990, la plus importante pétition manuscrite déposée ici à la Chambre des communes a été déposée.
Et ce qu'elle demandait, c'est le retrait des armes de style d'assaut de nos rues. C'était en 1990. Encore aujourd'hui, plus de 70 des Canadiens, même des Canadiens en région rurale, le souhaitent. Donc, il n'est pas question d'harceler les chasseurs ou les fermiers. Il est question d'armes destinées à tuer. On l'a promis. On va le faire. Ça va être fait. Merci. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, on dit que quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape la grippe. C'est sûrement pourquoi, au moment où Donald Trump délire aux Nations unies sur les changements climatiques, le Canada vire climato-sceptique lui aussi avec la loi C5. 250 élus municipaux se sont coalisés pour demander au premier ministre de bâtir le pays plutôt que de le brûler. Ils exigent que les grands projets du gouvernement favorisent le transport en commun, les logements éco-énergétiques, j'en passe. Pas le pétrole et le gaz. Le gouvernement va-t-il écouter les maires et mairesses ou Donald Trump? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, je pense que s'il a écouté hier et les journées d'avant, il aurait aussi entendu notre premier ministre à l'ONU qui parlait du changement climatique et comment le Canada va être et continuer à être un leader à lutter contre le changement climatique. On fait le bon travail. J'espère bien qu'il va nous aider. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, les 250 élus municipaux rappellent la réalité des changements climatiques. Cet été seulement, 95 municipalités ont respiré de l'air de qualité dangereuse. 54 ont connu des feux de forêt, 37 des évacuations, 29 des chaleurs extrêmes. Je cite la mairesse de Montréal, il faut développer l'économie en s'éloignant au maximum du développement des énergies fossiles. Au lieu de favoriser les hydrocarbures, les libéraux comprennent-ils qu'il faut sortir du pétrole et du gaz? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, ça me semble comme le membre de l'autre côté du Bloc n'a pas écouté le bon discours. Parce que s'il écoutait notre premier ministre, il aurait entendu qu'on prend au sérieux de lutter contre le changement climatique. On va continuer à faire le bon travail. C'est important quand on va bâtir un pays fort. On va continuer à le faire. Merci. Bravo. L'honorable député de Foothills. Après 10 ans de mauvaise gestion des libéraux, les Canadiens n'ont plus les moyens de se nourrir. En août, l'inflation alimentaire a dépassé l'inflation totale de 84 % et le prix des aliments a augmenté de 3,5 % de plus. Mais le premier ministre avait dit aux Canadiens qu'il serait jugé en fonction des prix à l'épicerie. Eh bien, maintenant, c'est les Canadiens qui font les frais de cette décennie de séances photos, d'augmentation de taxes et d'impôts et de promesses brisées. Est-ce que c'est ça le rêve canadien que promettait le premier ministre, à savoir un Canada où les familles n'ont même plus les moyens de se nourrir? La ministre. Monsieur le Président, vous savez comment est-ce qu'on peut prévenir les comportements à venir? Eh bien, en se fondant sur les anciens comportements. Bon. Bon, la ministre peut poursuivre. Monsieur le Président, ils ne vont peut-être pas applaudir si fort une fois que je leur aurai lu la liste de tout ce qu'ils ont rejeté année après année. Monsieur le Président, les programmes alimentaires dans les écoles, les garderies, les allègements d'impôts, l'aide à la formation, l'aide aux syndicats, le programme emploi d'été. Les Canadiens veulent d'un gouvernement qui croit en eux, qui investit dans les Canadiens. Et c'est ce qu'ils ont avec notre gouvernement. Honorable député de Foothills, eh bien, regardons le bilan. Justin Trudeau avait promis aux Canadiens qu'il allait faire baisser les prix à l'épicerie avant l'Action de grâce de 2023. Ça ne s'est jamais produit. Ce premier ministre a dit aux Canadiens qu'il devrait être jugé en fonction des prix à l'épicerie. Eh bien, le jugement est tombé. Le bœuf a augmenté de 33 %, le raisin de 22 %, le café de 24 % et maintenant, les producteurs de pommes
tirent la sonnette d'alarme, ils se font voler leurs produits parce que les Canadiens n'ont plus d'argent pour aller à l'épicerie. Combien de familles vont devoir se tourner vers les banques alimentaires avant que le premier ministre admette que, en fait, lui aussi, il a brisé ses promesses? La ministre des Emplois et des Familles. Eh bien, il y a de l'espoir. Ce député va sûrement vouloir ainsi appuyer notre budget qu'on déposera cet automne, puisque nous proposons d'investir dans les Canadiens, dans les familles, dans les milieux de travail, dans les syndicats, dans les grands projets. Nous allons investir dans le système de défense nationale. Monsieur le Président, j'espère sincèrement que les conservateurs vont arrêter de voter contre les intérêts de leurs concitoyens. Le député de Newtecomsey, Willenbury. Monsieur le Président, le Premier ministre parcourt le monde entier et serre la main à des dictateurs et des diplomates, mais pendant ce temps-là, les Canadiens font la queue aux banques alimentaires comme jamais. Il dit qu'il veut être jugé en fonction des prix des aliments à l'épicerie, mais il est trop occupé à obtenir l'approbation à l'ONU, trop occupé pour se rendre compte de l'insécurité alimentaire qui règne ici au Canada. Le prix des aliments a augmenté de 50% plus vite au Canada qu'aux États-Unis depuis le mois de mars. Combien d'autres familles vont devoir avoir faim avant qu'il admette qu'il a échoué? Honorable ministre. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour ce député, mais je vois qu'il n'était pas là cet été ou qu'il n'a pas fait attention parce que cet été, 22 millions de Canadiens ont eu un allègement d'impôts. Il devrait célébrer, mais au lieu de cela, Monsieur le Président, il a lutté contre les services de garderie ou le programme de soins dentaires. Il a voté contre le programme alimentaire dans les écoles. À chaque fois, les conservateurs se sont battus contre ce qui est bon pour les Canadiens. Vont-ils se ranger du côté des Canadiens cette fois-ci? Le député de Newtecomsey, Willenbury. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral se soucie plus des manchettes internationales que des fils aux banques alimentaires. L'insécurité alimentaire atteint l'état de crise dans ma région. Un tiers des ménages ne peuvent pas bien nourrir leur famille. Des millions de Canadiens se demandent quand ils mangeront leur prochain repas. Pourquoi le premier ministre n'accorde-t-il pas la priorité aux choses essentielles? L'honorable ministre. Monsieur le Président, ce sont les bons vieux conservateurs d'avant la dernière élection. Les slogans ne nourriront pas les enfants, Monsieur le Président. Mais vous savez quoi? Vous savez ce qui aidera les familles? Prendre des mesures comme réduire les impôts pour 22 millions de Canadiens. Au lieu de se battre contre les garderies, au lieu de se battre contre les soins dentaires, voyons s'ils vont voir pour ce budget qui aidera à construire ce pays. L'honorable député de Beauce. Monsieur le Président, après 10 ans de gouvernement libéral et de dépenses incontrôlées, le coût de la vie explose. Nos aînés sautent maintenant un repas par jour pour payer leur loyer. Le premier ministre a brisé sa promesse. Il dépense plus et il livre moins. Chaque mois, Moisson Beauce, un organisme de banque alimentaire, reçoit 6 000 demandes. Et malheureusement, 37 % sont des enfants, Monsieur le Président. Ça fait aucun sens. Monsieur le Président, ce premier ministre va-t-il arrêter d'attaquer les familles canadiennes et s'occuper des vrais problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, ici dans cette Chambre, nous sommes tous réunis pour améliorer la condition des Canadiens. Et le but est certainement de pouvoir travailler ensemble pour justement répondre à leurs besoins. Et j'aimerais souligner à mon collègue que la semaine passée, la Banque du Canada a réduit son taux directeur, qui a fait en sorte justement que plusieurs personnes au Canada, que ce soit des gens qui possèdent une maison ou encore des gens qui possèdent une entreprise, finalement vont pouvoir avoir de l'aide pour justement arriver et joindre les deux bouts à la fin de l'année. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons réduit les impôts sur la classe moyenne et également sur les acheteurs d'une première maison. Le député de Richmond Est, Steveston.
Monsieur le Président, pendant les semaines de vacances parlementaires, mes collègues du Pacifique et moi-même avons travaillé activement à la réalisation du mandat confié par notre très honorable Premier ministre qui consiste à dialoguer avec l'industrie pour trouver des Canadiens qui veulent collaborer, investir et se joindre à nous pour bâtir le Canada. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles pourrait-il nous expliquer comment la Colombie-Britannique contribue à cet effort de construction nationale et comment notre stratégie économique garantit que les besoins des citoyens ordinaires sont satisfaits grâce à des partenariats et à des investissements? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. Le Canada déploie des efforts dignes d'une période de guerre pour réorganiser son économie et faire avancer des projets d'intérêt national, y compris des projets en Colombie-Britannique comme la phase 2 du projet LNG Canada et la mine Red Chris qui généreront des retombées économiques importantes pour les Premières Nations. J'aimerais aussi dire aux députés que nous allons de l'avant avec des projets comme le projet GNL Silesym. Il y aura aussi un pipeline associé à ce projet. Le député de Middlesex, London. Monsieur le Président, le Premier ministre a déclaré que les Canadiens le jugeraient en fonction des prix à l'épicerie. Or, selon les données des libéraux, le recours aux banques alimentaires a augmenté de 142 % depuis 2015 et la banque alimentaire Daily Bread prévoit 4 millions de visites en 2025. Les familles sautent des repas alors que les prix grimpent et que les salaires stagnent. Il a promis un répit, mais il n'a pas réussi. Le prix du bacon, d'ailleurs, a augmenté de 22 % Le premier ministre présentera-t-il un plan pour réduire les factures d'épicerie afin que les familles puissent se nourrir? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, les aînés qui ont construit ce pays ne devraient avoir à choisir entre l'épicerie et le chauffage. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures. Nous réduisons les tracasseries administratives. Nous avons mis en place les soins dentaires et de nombreux aînés se sont déjà inscrits. Nous construisons une économie qui fonctionne pour tous. Les conservateurs, eux, veulent augmenter l'âge de retraite et laisser tomber les aînés. Ils votent contre les aînés. Nous aidons les Canadiens et nous protégeons la dignité et la tranquillité d'esprit des aînés. Le député de Middlesex, London. Les familles, ou plutôt les promesses sont aussi vides que les paniers d'épicerie. Dans ma circonscription, une famille sur 4 est en situation d'insécurité alimentaire. Les banques alimentaires ne peuvent pas remplir leurs étagères. Le café a augmenté de 22 %, la soupe en conserve 22 % et le sucre 20 %. Le premier ministre a des politiques qui ne fonctionnent pas. Va-t-il mettre en place des mesures pour réduire les coûts ou continuera-t-il à alimenter l'inflation pendant que les Canadiens ont faim? La secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Merci de la question. Les familles ont besoin d'aide. C'est pourquoi nous veillons à ce que plus d'enfants aient accès à des repas nutritifs à l'école. Cela permet aussi aux familles d'épargner des centaines de dollars. Nous mettons plus d'argent dans les poches des familles canadiennes à chaque mois. C'est un programme qui, je vous le rappellerai de l'autre côté, ils ont voté contre. La députée de Sarnia-Lambton, Bikej-Gunong. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit que les Canadiens devraient le juger en fonction des prix à l'épicerie. Depuis qu'il a été élu, les prix au Canada ont augmenté de 50 % plus rapidement qu'aux États-Unis. Après 10 années des libéraux, on se retrouve avec des files aux banques alimentaires. Les gens ont des difficultés. Le premier ministre avait dit que ce serait différent, mais ce n'est pas le cas. Quand le premier ministre va-t-il réduire les taxes sur les aliments? Va-t-il cesser d'augmenter le déficit pour faire baisser les prix à l'épicerie? L'honorable ministre. Monsieur le Président, Nutrition Nord obtient des progrès et des résultats. À sa première année, plus de 15 000 récolteurs ont obtenu de l'aide et nous avons aussi des initiatives dans toutes sortes de régions. Le programme fonctionne dans le Nord en entier. À Rankin Inlet, les prix ont baissé de 65 %. À Ugulik,
La douzaine d'œufs, qui coûtait presque 10 coûte maintenant 5 Et aujourd'hui, 124 communautés du Nord obtiennent du soutien. Le député de Calgary Centre. Monsieur le Président, après 10 années de mauvaise gestion libérale, le recours aux banques alimentaires a augmenté de 143 au Canada. À Calgary, la demande a augmenté de 17 Le premier ministre dit que les Canadiens devraient le juger en fonction des prix à l'épicerie. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils font la file aux banques alimentaires. Ce n'est pas une question d'inflation, c'est un gouvernement qui a perdu le contrôle de l'abordabilité, de l'emploi et de la dignité humaine. Quand le premier ministre va-t-il cesser de faire des promesses et quand va-t-il obtenir des résultats tangibles pour les Canadiens? Le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Banque alimentaire Canada fait un travail essentiel aux premières lignes. Mais il est important aussi pour nous d'avoir de meilleures politiques pour aider les Canadiens. Lorsque nous avons tenu un vote il n'y a pas longtemps sur un programme alimentaire scolaire, il a voté contre. À toutes les fois qu'on présente une politique pour aider les Canadiens, comme les garderies à 10 et les soins dentaires, il vote contre. Nous présentons des mesures pour qu'il y ait plus de logements abordables pour les Canadiens. Il vote contre. Alors, si vous voulez citer le rapport de Banque alimentaire Canada, lisez-le et faites part des recommandations. Le député de Calgary, Crowfoot. Monsieur le Président, le Calgary Herald parle d'une demande record à la Banque alimentaire. Les prix à l'épicerie continuent à augmenter plus vite que l'inflation. Le premier ministre a dit qu'il serait jugé en fonction des coûts à l'épicerie et le verdict est clair. Quand le premier ministre va-t-il cesser de faire augmenter les déficits et quand va-t-il faire baisser les demandes aux banques alimentaires? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, à la dernière élection, les Canadiens avaient un choix clair entre un chef avec de l'expérience en économie ou un chef qui n'a aucune expérience économique. Nous nous concentrons à réduire les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous réduisons la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Les taux d'intérêt viennent de baisser. Et nous allons construire des maisons à un rythme jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur le Président, il est temps que les conservateurs cessent la rhétorique et nous aident à construire l'économie la plus forte des pays du G7. Le député de Tobique-Mactaquac. Monsieur le Président, après 10 années de ce gouvernement libéral, les Canadiens ne peuvent plus se payer l'épicerie. La Banque alimentaire de ma circonscription sert 2 fois plus de gens comparativement à l'année dernière. Ces augmentations touchent tous les groupes d'âge, y compris les aînés. On parle de nos voisins. Ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des familles et des amis. Le premier ministre peut-il dire à la Chambre comment il luttera contre l'inflation et l'augmentation des prix à l'épicerie? Comment se fait-il qu'il peut en même temps doubler le déficit? Est-ce possible? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, tous les députés de cette Chambre se soucient des coûts de la vie pour les Canadiens. Mais il y a une différence, Monsieur le Président. De ce côté-ci, nous présentons des initiatives et des occasions pour les Canadiens en construisant le pays, Monsieur le Président. Nous allons construire, construire et construire et nous allons créer des centaines de milliers d'emplois, plus d'occasions pour les apprentis. Monsieur le Président, les électeurs conservateurs veulent la même chose. Le député de King Vaughan. Monsieur le Président, le premier ministre a déclaré que les Canadiens le jugeraient en fonction du coût à l'épicerie. Au mois d'août, l'inflation alimentaire a dépassé l'inflation globale de 84 Denise, une personne âgée du Québec, est contrainte de réduire ses dépenses alimentaires en raison du coût élevé de la vie. Une autre promesse non tenue par ce premier ministre qui a une fois de plus déçu nos aînés. Quand ce premier ministre soutiendra-t-il nos aînés qui nous ont soutenus tout au long de leur vie? Le secrétaire d'État. J'aimerais signaler, Monsieur le Président, que les conservateurs se plaignent des prix à l'épicerie, mais ils n'offrent pas de solution, Monsieur le Président. Pas une idée, aucun soutien pour les mesures que nous avons présentées de ce côté-ci de la Chambre.
Ce sont donc des paroles vides de leur part. Et mon message au chef de l'opposition, les slogans ne nourrissent pas les gens, Monsieur le Président. Honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, personne ne devrait se priver pour manger. Pourtant, les médias rapportaient cette semaine l'histoire d'aînés qui doivent sauter des repas pour arriver à la fin du mois. C'est malheureusement la réalité de plus en plus de ménages canadiens assommés par une inflation alimentaire 2 fois plus élevée que l'inflation générale après 10 ans de règne libéral. Monsieur le Président, les banques alimentaires ne répondent plus à la demande et le dernier poste budgétaire compréhensible pour nos aînés est de sauter un repas chaque jour. Le premier ministre est-il conscient de la précarité financière de nos aînés? Bonne question, bonne question. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire, ce dont les Québécois sont très conscients, c'est que les conservateurs, à chaque jour, ici à Ottawa, à 2 heures, ils se trouvent une conscience. Mais quand vient le temps de voter pour des mesures qui viennent directement appuyer les aînés, les jeunes, les familles, leur conscience est nulle part. Ils ne la trouvent plus. Quand était le temps de voter pour l'allocation canadienne pour enfants qui a réduit la pauvreté infantile de 38 % au Canada, ils ont voté contre. Quand était le temps de voter pour une augmentation du supplément de revenus garanti pour les aînés les plus vulnérables, ils ont voté contre. Quand était le temps de réduire l'âge de la retraite, ils ont voté contre. C'est pas surprenant que les Québécois aient rejeté le Parti conservateur, choisi un gouvernement sérieux qui est capable de faire croître l'économie pour protéger nos programmes sociaux. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, nos aînés souffrent en silence de la précarité financière. Ils souffrent de la faim également. Et ils souffrent des loyers trop chers et des imprévus de la vie liés à la maladie. Le premier ministre ne peut même plus imaginer la situation du haut de sa tour d'ivoire. L'inflation gruge tout le vieux gagné. Monsieur le Président, quand le premier ministre libéral finira-t-il par agir? Le devoir d'un premier ministre, c'est d'avoir les 2 pieds sur terre. Maintenant, la lune de miel du premier ministre est terminée! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Ça nous avait manqué, Monsieur le Président, et je le remercie. C'est une bonne performance. Toutefois, je tiens à noter quand même que les effetoges conservateurs, comme l'a mentionné mon collègue, c'est pas ça qui met de la nourriture sur la table des Canadiens. C'est pas ça qui aide les aînés dans le besoin d'un bout à l'autre du pays. Et, Monsieur le Président, maintenant que les Québécois et que les Canadiens ont rejeté l'approche conservatrice de couper dans les programmes dont les Canadiens ont besoin, les conservateurs ont le choix maintenant d'embarquer dans un plan ambitieux pour augmenter le pouvoir d'achat des Canadiens avec des baisses d'impôts, pour la classe moyenne et de faire croître le potentiel de l'économie canadienne. J'espère qu'ils vont embarquer avec notre plan ambitieux. The honourable member for New Westminster, Burnaby, Millardville. Monsieur le Président, les jeunes Canadiens et Canadiennes sont confrontés à des difficultés sans précédent qui nuisent à leur santé mentale et à leur bien-être. Trop souvent, les services dont ils ont besoin sont fragmentés ou difficiles à obtenir, et ils n'ont pas été conçus pour eux précisément. La ministre de la Santé pourrait-elle nous indiquer ce que fait le gouvernement pour garantir que les jeunes Canadiens et Canadiennes reçoivent le soutien en santé mentale dont ils ont besoin? Oui, l'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Les jeunes représentent la force vive nécessaire pour bâtir un Canada fort. Répondre le plus adéquatement possible aux enjeux de santé mentale et d'addiction chez les jeunes, et particulièrement chez les jeunes hommes, est l'une de mes priorités. C'est pourquoi, suite aux résultats de recherche menés sur la question, notre gouvernement a investi dans la création de services intégrés pour les jeunes, aires ouvertes au Québec et à travers le pays. Nous avons 109 centres ouverts à travers le pays, 17 centres dans sa province de la Colombie-Britannique. Le député de Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill.
Monsieur le Président, après 10 années de chaos libéral, tout est un gâchis. Les vendeurs ne peuvent pas vendre et les constructeurs ne peuvent pas construire. Le premier ministre avait promis des changements, mais il n'en est rien. Les ventes pré-construction à Toronto approchent des niveaux jamais vus depuis la crise financière. Les gens n'ont pas les moyens de se payer un logement. La réaction du premier ministre, toujours la même chose. Quand le premier ministre va-t-il cesser de construire la bureaucratie et quand commencera-t-il à construire des logements? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai de bonnes nouvelles pour les députés de l'autre côté. Il doit vérifier ces faits. Les mises en chantier sont en hausse depuis le mois d'août. On parle de 10 comparativement à l'année dernière. Les Canadiens construisent. Les Canadiens construisent. Les taux d'intérêt ont baissé. Et ce gouvernement s'est engagé à mettre en place le programme de logement abordable le plus important de l'histoire du pays. Nous allons construire des logements qui sont accessibles pour les Canadiens. Le député de Elmwood-Transcona. Monsieur le Président, après 10 ans de gouvernement libéral, nous sommes confrontés à une crise du logement. Les constructeurs ne peuvent pas construire et les jeunes Canadiens sont exclus du marché. Les mises en chantier ont chuté de 16 et un nouveau rapport montre que le Canada risque de perdre 100 000 emplois dans le secteur du logement. Ça signifie que les ouvriers du bâtiment et les artisans comme moi vont perdre leur gagne-pain alors que le gouvernement refuse de mettre la main à la pâte. Pourquoi le premier ministre met-il en place une nouvelle bureaucratie coûteuse à Ottawa alors que les travailleurs sont sans emploi? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Les faits parlent d'eux-mêmes. Nous voyons que les mises en chantier sont en hausse à Montréal, où il y a eu une augmentation de 32 le mois dernier. On le voit aussi à Vancouver. On voit une augmentation des mises en chantier dans plusieurs régions du pays. Et comme nouveau gouvernement, nous redoublons d'efforts pour soutenir les constructeurs. Nous travaillons avec les provinces et les territoires et les maires des villes pour construire des logements abordables à un rythme jamais vu par les députés de l'autre côté. Le député de Windsor-Tecumseh Lakeshore. Monsieur le Président, après 10 années de chaos libéral en logement, les vendeurs ne peuvent pas vendre, les acheteurs ne peuvent pas acheter, les constructeurs ne peuvent pas construire. Ma communauté voit un taux de chômage de plus de 11 %. C'est le plus élevé au Canada. Et maintenant, nous avons un des marchés les plus chers. Un nouveau rapport indique que la propriété n'est que pour les très riches à Windsor. Quand le premier ministre va-t-il cesser de faire des promesses vides? Quand va-t-il cesser de construire la bureaucratie et plutôt construire des maisons? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je rétablis les faits. Avec le gouvernement conservateur précédent, le logement a été ignoré pendant une décennie. Nous avons réinvesti et nous avons un investissement de 13 milliards de dollars pour le logement abordable au Canada. Cela comprend 1 milliard de dollars pour mettre fin au sans-abrisme. Les Canadiens pourront avoir accès à des logements comme jamais auparavant. Le député de Sault-Sainte-Marie-Algoma. Monsieur le Président, le 30 septembre est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Le ministre des Services aux Autochtones peut-il faire le point sur les mesures prises par notre nouveau gouvernement pour faire avancer les objectifs de réconciliation? Merci. L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous soulignons le 10e anniversaire des appels à l'action. Le gouvernement a pris des mesures historiques. Avec le gouvernement, nous avons vu la nomination de la première ministre autochtone des services aux Autochtones. Ainsi, les Autochtones pourront être servis par un des leurs. Nous avons créé un espace pour la représentation et la prise de décision. Nous mettons l'accent sur l'inclusion, non seulement le 30 septembre, mais bien à tous les jours. Le député de Kamloops-Shuswap, Central Rockies. Monsieur le Président, les agriculteurs aiment leurs animaux et feraient tout pour les protéger. L'Agence canadienne d'inspection des aliments prévoit abattre 400 autruches en Colombie-Britannique en raison d'une épidémie de grippe aviaire.
En matière de sécurité animale, les Canadiens s'attendent à ce que l'on fasse preuve de diligence raisonnable et de transparence. Les Canadiens attendent du gouvernement qu'il explique pourquoi cet abattage est nécessaire, mais le gouvernement n'a pas publié de mise à jour publique depuis plus d'1 mois. Les Canadiens veulent savoir pourquoi les ministres libéraux n'ont pas collaboré avec le secteur agricole pour résoudre la situation. L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je veux que le député sache que je travaille d'arrache-pied avec le ministre de l'Agriculture. Je ne peux pas faire plus de commentaires pour l'instant. La députée de Vancouver-Est, le NPD s'est battu bec et ongle pour obtenir un investissement de 4 milliards de dollars dans la stratégie de logement urbain, rural et nordique pour les Autochtones par les Autochtones. 2 ans plus tard, l'argent n'a pourtant toujours pas été versé. Les projets prêts à démarrer sont au point mort, tandis que la crise du logement pour les Autochtones, les Inuits et les Métis continue de s'aggraver. En créant Maison Canada, le premier ministre admet que la SCHE n'est pas en mesure de fournir les logements abordables dont les Canadiens ont tant besoin. Le premier ministre va-t-il laisser les services aux Autochtones prendre le relais afin qu'ils puissent faire le nécessaire pour que les fournisseurs de logements dirigés par les Autochtones aient accès aux fonds nécessaires pour construire les logements dont la communauté a désespérément besoin? L'honorable ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. C'est chez vous que vous devriez vous sentir le plus en sécurité, mais beaucoup d'Autochtones vivent dans des logements qui sont surpeuplés. Mais ce programme va financer des logements autochtones dans les communautés, tout en catalysant le capital pour une approche révolutionnaire en matière de construction de logements dans les communautés, comme nous n'avons jamais vu auparavant. Mieux même que l'époque sombre des conservateurs. Je désire attirer l'attention des députés sur la présence à la tribune de l'honorable Joe Clark, 16e premier ministre du Canada. De plus, l'honorable Siobhan Cody, vice-première ministre, ministre des Finances et présidente du Conseil du Trésor de la province de Terre-Neuve et Labrador. Je désire également attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune des finalistes du prix Shaughnessy Cohen 2025 pour la rédaction politique. Attendez que j'ai terminé de reconnaître tous les noms. Raymond B. Blake, Stephen Meyer, l'honorable Jane Philpott, Alasdair Roberts et Tanya Talaga. Est-ce que je dois lire